un format inédit, un épisode solo dans lequel je ne reçois pas d'invité, mais où je prends le temps d'analyser, de comparer, de mettre en perspective les propos recueillis lors de ces conversations, non pour en extraire une vérité unique, il n'y en a pas, mais pour faire apparaître les tensions, les convergences, les points aveugles et les chemins possibles, car au fond, une même question traverse tous ces récits. Comment concilier le pouvoir de séduction de la mode avec l'urgence écologique et sociale? Ou pour le dire autrement, la mode responsable peut-elle encore séduire ? Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Mode et désir entre injonction au changement et plaisir de consommer, la mode responsable peut-elle encore séduire ? Depuis plus de 5 ans, à travers ce podcast, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le futur du commerce, dirigeantes et dirigeants, fondateurs de marques, acteurs du digital, du retail et de l'économie circulaire. Ensemble, nous explorons les stratégies, les tensions et les signaux faibles qui dessinent les contours d'un monde économique en mutation. Parmi les nombreux secteurs que j'ai eu l'occasion de couvrir, la mode occupe une place singulière parce qu'elle touche à l'intime, parce qu'elle est un miroir de nos désirs, de nos contradictions, de notre époque, parce qu'elle est à la fois synonyme de créativité, d'expression personnelle, de plaisir, et en même temps l'un des secteurs les plus polluants du monde. La mode, en somme, est un formidable terrain d'observation des paradoxes contemporains. Sur ce sujet, j'ai eu le plaisir d'échanger avec des personnalités issues d'univers différents, Alexandra Atilgest pour Anja Paris, Axel Matteri pour Maison 123, Dia El-Koubi pour Monnier Paris, Charlotte Defayet pour Molly, Jean-Baptiste Richard pour Maison Labiche, Odile Zabot de Christian Louboutin, Élise Chalmin, Charlotte Dereux de Patine ou encore Laura Toledano de Zalendo. Ces entretiens m'ont permis d'esquisser une cartographie nuancée de ce que l'on appelle la mode responsable, une expression galvaudée utilisée à tort et à travers, mais qui recouvre néanmoins des réalités bien concrètes: choix des matières, mode de production, storytelling, gestion des invendus, logistique, éducation du consommateur, mais aussi transformation culturelle en profondeur. J'ai donc souhaité, à travers cet épisode spécial, proposer un format inédit, un épisode solo dans lequel je ne reçois pas d'invité, mais où je prends le temps d'analyser, de comparer, de mettre en perspective les propos recueillis lors de ces conversations, non pour en extraire une vérité unique, il n'y en a pas, mais pour faire apparaître les tensions, les convergences, les points aveugles et les chemins possibles, car au fond, une même question traverse tous ces récits. Comment concilier le pouvoir de séduction de la mode
avec l'urgence écologique et sociale. Ou pour le dire autrement, la mode responsable peut-elle encore séduire ? C'est cette interrogation que je vous propose d'explorer ensemble en 4 parties. D'abord en regardant ce que veulent vraiment les consommateurs, ensuite en analysant les modèles de transformation choisis par les marques, puis en s'intéressant à la proposition de valeur élargie, celle qui dépasse le produit pour toucher la marque, au récit, à la communauté, et enfin en prenant la mesure des limites, des freins et des ambiguïtés de cette transition. Ce n'est pas une enquête exhaustive, c'est une tentative de compréhension, une mise en récit d'un secteur en tension entre injonction au changement et plaisir de consommer. Un moment de pause aussi pour regarder la mode non pas à travers ses campagnes, mais à travers celles et ceux qui la font et qui tentent, à leur manière, de la réinventer. D'abord, le consommateur au cœur des contradictions. Une aspiration sincère à mieux consommer. Depuis quelques années, une tendance de fond s'est imposée dans les études de marché, les comportements d'achat et les discours médiatiques. Le consommateur serait devenu plus conscient, plus sensible aux enjeux environnementaux, plus soucieux de la manière dont les produits sont fabriqués. Ce mouvement touche la mode, bien sûr, mais aussi l'alimentation, l'électronique, la cosmétique. Il répond à une demande croissante de transparence, de traçabilité et de valeur. Les dirigeants que j'ai reçus dans les Digital Doers confirment ce basculement dans les attentes chez Maison 123, marque généraliste positionnée sur un segment premium accessible. Axel Matéry observe une évolution des questions posées par les clientes. Elles veulent savoir sur les matières, sur les conditions de fabrication, sur les lieux de production. C'est nouveau et c'est structurant pour nous. Même chose chez Élise Chalmin, créatrice d'une marque éponyme, très suivie sur les réseaux sociaux pour sa fraîcheur et son engagement. Les clientes nous challengent surtout, elles veulent du beau, mais aussi du propre. Elles nous demandent des comptes, et c'est bien. Chez Zalando, acteur numérique disposant de millions de données comportementales, les tendances sont encore plus nettes. On voit une croissance continue de l'utilisation du filtre éco-responsable, et ce n'est pas marginal, ce sont des centaines de milliers de recherches filtrées chaque mois. Mais cette prise de conscience, si elle est indéniable, reste partielle, elle se heurte à plusieurs obstacles. D'abord, l'écart entre l'intention et le passage à l'acte. Beaucoup de consommateurs expriment des valeurs responsables, mais leurs achats restent majoritairement guidés par le prix, la praticité ou encore l'envie spontanée. Ensuite, la complexité même de l'offre. Face à une multitude de labels, de promesses marketing, de discours plus ou moins sincères, il devient difficile de faire la part des choses. Comme le dit la cofondatrice de Patine, les clientes veulent bien faire, mais elles ne sont pas expertes et elles ne veulent pas culpabiliser à chaque clic. Ce constat n'est pas un désaveu, c'est un point de départ. Oui, la demande existe, mais elle est fragile. Et elle nécessite un accompagnement, une pédagogie, une clarté qui fait encore défaut à beaucoup d'acteurs. Le plaisir de consommer, un obstacle ou un levier ? Il serait tentant dans ce contexte d'opposer la consommation raisonnée à la consommation plaisir, de voir dans le désir un ennemi de la responsabilité. Mais ce serait une erreur de lecture, car la mode, plus encore que d'autres secteurs, touche à l'intime, à l'image de soi, à l'émotion. Le vêtement n'est pas un simple besoin fonctionnel, il est un vecteur d'identité. C'est un point sur lequel tous mes invités s'accordent. Il est impossible et contre-productif de faire l'impasse sur la dimension esthétique et émotionnelle du vêtement. Alexandra Tilges, fondatrice d'Anja Paris, l'exprime avec clarté. Je veux que mes maillots soient beaux, sensuels, désirables, mais aussi responsables. Il ne faut jamais sacrifier l'esthétique. Même son de cloche chez Dia Eliakoubi, la CEO de Monnier Paris. Il ne faut pas moraliser la mode, la culpabilisation n'est pas une solution, le plaisir est légitime, il peut même devenir un levier pour transformer. Et chez Christian Louboutin, cette notion de désir reste centrale, même dans une logique de transition vers plus de durabilité. Le luxe, c'est le rêve, et on peut rêver autrement, mais il faut continuer à faire rêver. Cette vision réconcilie deux dimensions souvent opposées, l'attrait
et la conscience. Elle invite à redéfinir ce qui fait envie, à construire une esthétique du durable, à valoriser la simplicité, l'élégance sans excès, le style sans gaspillage. C'est un défi, certes, mais aussi une opportunité immense pour celles et ceux qui savent raconter une autre histoire de la mode. Le travail de Patine en est une bonne illustration. Des vêtements pensés pour durer, certes, mais aussi pour plaire, pour aller avec tout, pour faire sourire, pour se transmettre. La fondatrice l'exprime ainsi. On fait des fringues qu'on aime porter et qui ne se démodent pas en 2 mois. C'est ça aussi, le plaisir. En somme, il ne s'agit pas d'opposer plaisir et responsabilité, mais de les réconcilier, de faire du plaisir un carburant pour la transition et non un frein. Diversité des modèles, unité des intentions, une mosaïque de postures responsables. Face à une pression croissante de l'opinion publique, des consommateurs, des médias, mais aussi de leur propre conscience, les marques de mode ne peuvent plus ignorer la question de la responsabilité. Mais si l'injonction est commune, les réponses sont-elles multiples? Et c'est ce qui rend le paysage actuel à la fois complexe et passionnant. Il n'existe pas une seule manière d'être responsable, mais une multitude de chemins, souvent déterminés par l'histoire, la taille, la structure ou encore la culture de l'entreprise. Certaines marques sont nées avec cette conscience, c'est le cas de Patine, fondée avec l'objectif clair de réduire l'impact environnemental de chaque pièce vendue. On ne produit que ce qui sera vendu, on refuse les soldes et on ne pousse pas à la consommation. Nos clientes comprennent, elles adhèrent, affirme sa cofondatrice. Patine privilégie les matières recyclées, les productions limitées, les designs intemporels. Chaque lancement est réfléchi comme un événement sans jamais céder à la frénésie des tendances. D'autres marques sont engagées dans un processus de transformation progressive. C'est notamment le cas de Maison 123, la marque du groupe Etam, historiquement positionnée sur le prêt-à-porter accessible. Nous devons mener une transition réaliste. Cela passe par un travail sur les matières, sur la traçabilité, sur la production, mais aussi sur nos équipes et nos process, explique Axel Matteri, sa directrice générale. Maison 123 multiplie les collaborations, comme celle menée avec Anja Paris, justement, pour accélérer l'intégration de standards éco-responsables, tout en apportant un regard neuf sur le design produit. Il existe aussi des maisons où la responsabilité s'exprime de manière patrimoniale, presque organique. Molly, par exemple, valorise un héritage de fabrication locale, en Suisse, avec des techniques artisanales de tricotage d'exception. Nous n'avons pas eu à nous réinventer, nous avons simplement poursuivi ce que nous savions faire, mais en l'expliquant mieux, confie sa dirigeante. Chez Molly, la qualité fait la durabilité, et la durabilité découle naturellement d'un respect des rythmes lents, des gestes maîtrisés, des matières nobles. Enfin, Zalando illustre une approche plus systémique. En tant que plateforme, l'acteur allemand agit comme un levier pour faire évoluer l'ensemble de son écosystème. Nous accompagnons les marques partenaires, nous développons des outils de mesure d'impact, nous proposons des filtres et labels pour guider le consommateur, expliquent les équipes. Zalando agit moins sur un produit lui-même que sur l'architecture de choix qui entoure l'acte d'achat, jouant un rôle de prescripteur mais aussi d'accélérateur de transformation. Ce kaléidoscope des modèles démontre une chose, il n'existe pas de recette unique. La sincérité, la clarté et la constance de l'engagement priment sur l'uniformité. Chacun trace son chemin avec ses contraintes, ses ambitions et sa marge de manœuvre. Le produit au centre du contrat de confiance. Quelles que soient les différences de positionnement ou de maturité RSE, toutes les marques interrogées s'accordent sur un point. Le produit reste central. C'est lui, en fin de compte, qui cristallise la promesse faite au consommateur. Il doit être durable, mais aussi désirable, robuste, mais aussi élégant, responsable, mais aussi attachant. Et chez Patine, chaque vêtement fait l'objet d'un travail minutieux sur sa coupe, sa matière, son usage. On ne vend pas un t-shirt écolo, mais un t-shirt qui va bien, qui se lave, qui se garde longtemps. On veut que nos pièces deviennent des basiques d'armoire, des objets que l'on chérit,
pas que l'on jette, précise la cofondatrice. Cette vision suppose une exigence de qualité constante qui va bien au-delà du seul critère de recyclabilité. Anja Paris adopte une approche similaire sur le segment balnéaire. Alexandra Tilgest insiste sur le fait que ces maillots doivent d'abord plaire et tenir dans le temps. Une cliente m'a écrit pour me dire qu'elle portait encore un de nos modèles de 2019. C'est ça la durabilité, ce n'est pas une étiquette, c'est une expérience. Et Molly de son côté propose des pièces si intemporelles qu'elles sont souvent transmises de mère en fille. Ce sont des vêtements à la frontière du vêtement et de l'objet, chargés de sens, de valeur, de savoir-faire. Nous n'avons jamais cédé à la pression des saisons ou des collections multiples. Notre fil conducteur, c'est la pérennité. Monnier Paris, quant à elle, en sélectionnant des créateurs émergents, cherche aussi à mettre en avant des produits à forte valeur d'usage, de style et d'engagement. Dia Iliakoubi défend l'idée d'un luxe responsable et stylé. Un produit responsable ne doit pas faire de compromis sur l'allure, sinon il reste sur l'étagère. Dans un monde saturé d'histoires de marques, de produits, le produit reste la preuve tangible, le lien de vérité entre la promesse et la réalité. Il parle sans bruit, mais il parle fort. Il est ce que le client touche, porte, garde ou oublie. Et c'est par lui que passe finalement la fidélité. Une proposition de valeur enrichie quand la marque devient manifeste dans un environnement saturé de stimuli, de publicité, de slogans RSE parfois galvaudés. Les marques les plus crédibles sont celles qui parviennent à inscrire leur discours dans une cohérence globale entre leur identité, leurs actions et les valeurs qu'elles incarnent. Le vêtement n'est plus simplement un objet fonctionnel ou ornemental, il devient vecteur de messages, trace d'un engagement, extension d'un mode de vie. La marque, quant à elle, dépasse son rôle de distributeur pour se muer en porte-voix culturel. Maison Labiche illustre bien cette évolution. Connue pour ses broderies personnalisées, la marque ne propose pas seulement des t-shirts, elle permet à chacun de faire passer un message, de revendiquer une appartenance, de fixer un souvenir sur un vêtement. Nos clients choisissent leurs mots, leurs dates, parfois même des blagues intimes. Le vêtement devient un support d'expression personnelle. Ce rapport émotionnel au produit renforce le lien entre la marque et son public. Il donne du poids à la fidélité. Même logique chez Patine, qui a développé tout un univers éditorial autour de ses collections. Chaque lancement de produit est accompagné d'une lettre de la fondatrice, d'un journal de bord de la fabrication, de contenus éducatifs sur les matières, les usages ou encore l'entretien des vêtements. Ce n'est pas juste un vêtement, c'est une histoire, un chemin, un dialogue avec notre communauté, résume la cofondatrice. Christian Louboutin, dans un tout autre registre, cultive un imaginaire onirique, mais travaille aussi à inscrire ce rêve dans une réalité plus durable. Le luxe, chez Louboutin, reste une aspiration, mais celle-ci devient plus consciente. Introduction de matériaux alternatifs, refonte de certains procédés de fabrication, projets à vocation sociale. On ne peut pas imaginer ce qui se passe, il faut s'adapter sans se trahir, confie un membre de son équipe. Chez Molly, c'est le silence qui parle. L'élégance feutrée de la marque, son ancrage dans la tradition du tricot suisse, la rigueur de ses pièces intemporelles incarnent une forme de responsabilité discrète mais profonde, produire peu mais exceptionnel, privilégier l'authenticité à la déclaration, c'est une autre manière d'exprimer un engagement. Et cette transformation du rôle de la marque implique une montée en responsabilité narrative. Il ne s'agit plus de séduire à tout prix, mais de convaincre avec intégrité. Le marketing devient pédagogique, le branding devient porteur de sens. Et le silence, dans un monde saturé de discours, devient parfois un luxe, lui, de ne pas promettre ce qu'on ne maîtrise pas. La communauté, miroir, appui et moteur. Et si le produit cristallise la promesse, et si la marque devient un manifeste, alors la communauté est un lieu d'échange, de validation, parfois de remise en question. Les marques responsables ne s'adressent plus à des consommateurs passifs, elles dialoguent avec des individus informés, critiques et exigeants, et surtout, elles co-construisent avec eux leur avenir.
Anja Paris incarne parfaitement cette dynamique. Alexandra Tiljes a mis en place un canal WhatsApp avec une centaine de clients fidèles. Elle y partage ses prototypes, interroge sur les couleurs, les coupes, les tailles. C'est un outil précieux. Elle me challenge, elle me pousse, elle me dit ce qui va et ce qui ne va pas. Cette proximité crée un sentiment d'appartenance. Les clientes ne sont plus simplement des acheteuses, elles deviennent co-autrices de la marque. Et chez Patine, cette logique est poussée à l'extrême. La transparence est totale, les coûts de production sont détaillés, les hésitations stratégiques sont partagées, les évolutions de collection sont justifiées. Nos clientes nous disent qu'elles attendent plus de nous que d'un gouvernement. C'est à la fois flatteur et vertigineux. Cette exigence est le revers d'un lien de confiance intense. Même à grande échelle, cette logique de communauté peut fonctionner. Zalando, acteur global, tente d'impliquer ses utilisateurs via des outils d'évaluation, des filtres éthiques, des notations sur l'impact environnemental des produits. Ce n'est pas parfait, mais c'est une manière de responsabiliser chacun, de faire de l'achat un acte conscient. La plateforme agit ici comme un intermédiaire éducatif, un trait d'union entre les marques et leurs clients. Et cette communauté, qui autrefois se résumait à une base CRM, devient un contre-pouvoir. Elle l'oblige à la cohérence, elle sanctionne les écarts, elle exige de la réactivité et surtout elle incarne ce que la marque seule ne peut plus porter, la preuve vivante d'un changement culturel en cours. Les limites d'un modèle en transition. Produire reste pollué. Aucune marque ne prétend aujourd'hui être totalement vertueuse et celles qui le font sont généralement soupçonnées de greenwashing. Produire un vêtement quel qu'il soit, même en matière recyclée, même localement et même à petite échelle, implique une consommation de ressources, une transformation industrielle et donc un impact. Cette réalité matérielle est incontournable. Elle rend d'autant plus précieux les discours lucides. Et chez Patine, la cofondatrice est catégorique. On ne sauve pas la planète avec un t-shirt, mais on peut arrêter de faire n'importe quoi. Et cette phrase, elle résume bien l'état d'esprit d'une nouvelle génération d'entrepreneurs qui cherchent moins à donner des leçons qu'à incarner un progrès crédible. De la même manière, Alexandra Tiljes chez Anja Paris admet avoir fait des erreurs, notamment lorsqu'elle a tenté de se diversifier trop vite dans le prêt-à-porter. On s'est un peu éparpillé, on voulait grandir, mais on a perdu notre boussole, on a appris. Même chez les grandes maisons, l'humilité s'impose. Chez Christian Louboutin, l'équipe RSE reconnaît que l'entreprise est en phase de transition. Il ne s'agit pas de tout transformer d'un coup, mais de mettre en place des processus, des comités, des audits pour entamer un virage plus durable. On part de loin, mais on avance, et surtout, on ne veut pas faire semblant. Et cette reconnaissance des limites est essentielle. Elle permet d'éviter le piège du dogmatisme. Elle invite à une responsabilité partagée, celle des marques, mais aussi celle des consommateurs, des fournisseurs, des plateformes et des politiques publiques, car aucune solution ne peut être purement individuelle. Les freins structurels à la mode, plus responsables, où sont-ils ? Au-delà des intentions sincères et des efforts visibles, plusieurs freins structurels ralentissent encore la transition du secteur. Le premier, sans surprise, est économique. Produire mieux coûte plus cher. Mieux rémunérer les ateliers, sourcer des matières nobles ou recycler, éviter les transports à forte empreinte carbone, tout cela impacte directement le prix final. Or, une part significative des consommateurs n'a pas ou ne veut pas consacrer un budget plus élevé à ses vêtements, comme le souligne Dia El Yacoubi de la CEO de Monnier Paris. Le vrai luxe aujourd'hui, c'est le temps et l'argent. Tout le monde n'a pas accès à cette consommation consciente. Le deuxième frein est culturel. Il tient à nos habitudes d'achat, façonnées par des décennies de consommation rapide. Les collections capsules, les drops hebdomadaires, les soldes permanentes ont ancré un réflexe de renouvellement perpétuel. Et même les marques les plus engagées doivent parfois composer avec cette attente. Maison 123, par exemple, a choisi une stratégie de transformation progressive. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, sinon on perd notre clientèle historique, confie Axel Matteri. Le troisième frein est logistique. Produire localement ou de manière plus éthique impose de repenser toute la chaîne de valeur. Et cela implique de trouver les bons fournisseurs, de gérer des séries limitées, d'éviter des invendus, d'absorber des délais de production plus longs. Et cette exigence logistique demande une agilité que peu d'acteurs maîtrisent, notamment dans les grandes structures. Même chez Zalando, pourtant acteur clé de la tech appliqué au retail, le constat est clair. On accompagne les marques, mais on ne peut pas tout résoudre.
il y a deux enjeux industriels, des enjeux industriels, réglementaires et fiscaux. Alors, vers une séduction responsable, malgré ces obstacles, une voie se dessine, celle d'une séduction réinventée, d'une mode qui assume de faire moins, mais mieux, d'un style qui valorise la qualité, l'histoire, la cohérence et surtout d'une promesse qui ne repose pas uniquement sur le paraître, mais aussi sur le sens. Et les marques les plus inspirantes aujourd'hui sont celles qui réussissent à insuffler du désir dans la sobriété, à proposer une nouvelle esthétique du bon sens. Maison Labiche, avec des broderies uniques, invente l'attachement émotionnel. Mouli, avec ses mailles d'exception, réintroduit la notion de patience et de transmission. Patine, avec ses contenus éditoriaux et son humour décomplexé, engage une communauté autour d'un style joyeusement responsable. Anja Paris, en misant sur la transparence, construit une relation de confiance durable. Louboutin, enfin, réinvente les contours d'un luxe plus en phase avec les enjeux de son temps. Le véritable défi, à terme, est peut-être là. Faire rimer responsabilité avec créativité, exigence avec désir. Réconcilier l'écologie avec l'émotion, le produit et la pensée. En bref, une mode possible. Tout au long de cet épisode, à travers les paroles des dirigeants engagés, à travers l'analyse de leur modèle, de leurs doutes, de leur stratégie, une chose apparaît clairement, la mode responsable n'est plus une niche, ni une posture. Elle est en train de devenir une nécessité, une exigence, un nouveau cadre de réflexion, même si elle reste aujourd'hui encore inégalement incarnée, parfois difficile à définir et souvent freinée dans son déploiement. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est en place, ni que la bascule est faite. Les contradictions demeurent fortes entre prix et qualité, entre esthétique et sobriété, entre croissance et sobriété, entre production et limitation des impacts. Les marques elles-mêmes, même les plus sincères, avancent à tâtons, par essai-erreur, avec une grande humilité. Elles expérimentent, elles ajoutent, elles dialoguent avec leur communauté. Mais ce qui change profondément le récit, on ne vend plus une robe, un pull ou un t-shirt comme on le faisait hier. On vend une promesse élargie, celle d'un rapport aux vêtements plus raisonné, plus réfléchi, plus incarné. Chez Patine, on milite pour une mode joyeuse mais consciente. Chez Mouli, on incarne la lenteur comme valeur esthétique. Chez Anja, on fait rimer confort, style et circularité. Chez Maison 123, on transforme un modèle existant par la coopération et la progression. Et chez Louboutin, on garde le rêve tout en avançant vers davantage d'exigences. Quant à Zalando, on tente de structurer un écosystème qui permette à ces choix responsables d'exister à grande échelle. La responsabilité ne doit pas tuer le désir, elle doit le transformer. L'ambition n'est pas d'abolir la mode, mais d'en redéfinir les contours, de sortir d'une logique de pulsion immédiate pour retrouver celle d'un attachement, d'un usage, d'une transmission. Comme le dit Élise Chalmin avec justesse, il faut que les gens aient envie d'acheter moins, mais d'aimer plus. Et c'est sans doute là, dans cette idée simple et belle, que se loge la clé de la transition. La mode de demain ne sera pas parfaite, elle sera encore imparfaite, parfois contradictoire, mais elle pourra être plus respectueuse, plus sincère, plus durable et surtout plus humaine. Et si au fond c'était cela le véritable luxe du XXIe siècle, non pas posséder toujours plus, mais choisir mieux, non pas paraître, mais incarner, non pas consommer vite, mais aimer longtemps.